Ma famille a coupé les ponts avec moi. 7 ans plus tard, ils veulent que je revienne. Revenons 15 ans en arrière. J'avais 20 ans à l'époque, j'entamais ma dernière année d'université et je me préparais à entrer en école de commerce ou de droit. J'étais dans l'équipe de baseball, j'avais une excellente moyenne et des parents formidables. Ma famille élargie était composée de gens du monde des affaires et du droit, donc la vie était belle. Un jour, après l'entraînement de baseball, j'ai vérifié mon téléphone et découvert des centaines d'appels manqués et de textos, allant de « Viens me chercher maintenant » à « Monstre ». Confus, j'ai cru à une blague. Je suis sorti pour appeler ma mère, mais dès qu'elle a décroché, elle s'est mise à hurler. Puis mon oncle est apparu de nulle part et m'a donné un coup de poing au visage en criant qu'il allait me tuer. Mon nez saignait abondamment, et mon père, qui retenait mon oncle, m'a dit de rentrer à la maison. Le trajet du retour a été horrible. Le nez cassé, les yeux qui enflaient, la confusion s'installait. Je suis entré dans notre maison pour y trouver toute ma famille. Ma mère hurlait, me demandant pourquoi j'avais fait ça. Mon oncle criait d'appeler la police. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. J'ai fini par crier, demandant ce qui se passait. Ma cousine amie, qui avait 12 ans à l'époque, a prétendu que je l'avais agressée lors d'une fête du 4 juillet, plus tôt cette année-là. J'ai nié, mais personne ne m'a cru. Mon père a perdu son sang-froid et m'a donné un coup de poing dans le ventre, me coupant le souffle. Il m'a dit de partir, jetant mes vêtements dehors dans des sacs poubelles. Anéanti, j'ai chargé mes affaires dans la vieille camionnette que mes parents m'avaient donnée pour transporter mon équipement. J'ai appelé quelques coéquipiers et j'ai dormi sur un canapé cette nuit-là. J'ai essayé d'appeler ma famille, mais je n'ai eu aucune réponse pendant une semaine. Finalement, mon père m'a envoyé un texto me disant de les laisser tranquilles, me traitant de monstre et me disant de pourrir en enfer. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti. C'était un sentiment froid, anesthésiant. Quelques semaines plus tard, l'université m'a appelé pour me dire que mes frais de scolarité étaient dus. Mes parents m'avaient aidé avec les paiements, mais maintenant, tout contact avec eux était bloqué. Avec peu d'économies, j'ai dû quitter l'équipe de baseball et trouver un travail à plein temps pour payer le solde restant. J'ai trouvé un poste de nuit, j'ai vécu dans ma camionnette pendant l'hiver rigoureux et j'ai réussi à obtenir mon diplôme. Personne n'est venu, personne ne m'a appelé. Cette nuit-là, assis dans ma camionnette, je me suis effondré. J'ai acheté plusieurs bouteilles de whisky et j'ai sombré dans une période sombre pendant 2 ans. J'ai enchaîné les petits boulots, ma santé mentale était anéantie. Le whisky et la drogue sont devenus mes amis. Je ne faisais confiance à personne et je fuyais de peur dès que je voyais un enfant. Les étés et les hivers étaient brutaux, et c'est un miracle que je ne sois pas mort de froid, de déshydratation ou que je ne me sois pas fait agresser en dormant dans ma camionnette. Puis, ma camionnette est tombée en panne. La climatisation et le chauffage qui m'avaient protégé n'existaient plus. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Désespéré, je suis monté sur le toit d'un immeuble, je me suis approché du bord, prêt à sauter. J'ai regardé mon téléphone, priant pour que quelqu'un de ma famille appelle ou envoie un texto pour me sauver. Fermant les yeux, prêt à ne plus souffrir, j'ai entendu une voix derrière moi dire « Arrêtez !» J'ai regardé derrière moi et j'ai vu une femme courir vers moi, me suppliant de redescendre. Mon esprit s'emballait, mon corps était en conflit. Elle m'a tendu la main, me priant de descendre. C'est comme si un esprit avait pris possession de moi, j'ai tendu la main, je suis descendu et je me suis effondré. Les ambulanciers ont été appelés et m'ont emmené à l'hôpital. J'y ai passé 2 jours avant d'être autorisé à sortir. En sortant, la femme qui m'avait arrêté m'attendait. Elle a couru vers moi, me demandant si j'allais bien. Mon esprit s'est figé et j'ai juste dit « non ». Elle a demandé si j'avais de la famille pour venir me chercher. J'ai dit non. Elle a demandé si j'avais un endroit où rester. Encore une fois, j'ai dit non et j'ai commencé à m'éloigner. « Où allez-vous » a-t-elle demandé. Je ne sais pas. Eh bien, avez-vous faim? Non. Vous ne connaissez pas d'autre mot que celui-là. Je ne sais pas. Eh bien, vous ne pouvez pas vivre dans la rue ce soir. Venez chez moi, je vous préparerai à dîner. Pourquoi? Parce que vous avez l'air d'avoir besoin d'un ami. D'accord. Son appartement était magnifique, rempli de livres et de peintures historiques, comme un musée. Elle s'est présentée, Rachel, 22 ans, elle travaillait dans l'entreprise de son père. Nous avons parlé pendant ce qui m'a semblé des jours,
même si ce n'était que 3 heures. J'ai évité de parler de mon passé. Je suis resté avec elle pendant 3 semaines. Elle m'a aidé à trouver un travail à la réception dans l'entreprise de son père. Pendant cette période, j'ai arrêté de boire et j'ai arrêté net la drogue. Rachel me conduisait au travail tous les jours, me préparait le petit déjeuner et le dîner. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble pendant ces 3 semaines. J'ai commencé à chercher mon propre logement, lui disant qu'elle en avait assez fait. Elle m'a dit de rester. Je lui ai demandé pourquoi elle était si gentille avec moi. J'ai commencé à crier et à pleurer en même temps. Elle a pris ma main, m'a dit de m'asseoir et a essayé de me serrer dans ses bras, mais je me suis dégagé en marmonnant que je ne le méritais pas. Elle m'a supplié de rester jusqu'à ce que je voie un thérapeute. Mon esprit s'est de nouveau brisé. Je crois que je tournais en rond en marmonnant, avant de m'arrêter et de réaliser où j'étais. Puis j'ai dit oui. Pendant 4 semaines, j'ai vu un thérapeute que Rachel a payé. Je ne me suis pas complètement ouvert, mais j'ai suffisamment parlé pour faire des progrès. Rachel m'a ensuite invité chez ses parents pour l'anniversaire de son père. La fête était remplie de membres de la famille de Rachel. Les souvenirs de cette nuit-là ont ressurgi dans ma tête. Je suis resté assis seul la plupart du temps, buvant de l'eau et trouvant des moyens de me cacher dans la salle de bain. Quand nous nous sommes tous assis dans le salon, ils n'arrêtaient pas de me poser des questions sur ma famille et mon passé, encore et encore. J'ai craqué. Ils m'ont renié pour avoir prétendument agressé ma cousine, ce que je n'ai pas fait. Personne ne me croira jamais, et je marcherai seul sur cette terre. J'ai été battu par mon propre père et ma famille m'a rejeté dans ce monde froid pour y mourir seul. S'il vous plaît, laissez-moi quitter cet endroit. Je ne le mérite pas, oublier que je suis jamais venu ici. J'ai couru vers la porte et j'ai essayé de l'ouvrir quand le père de Rachel m'a attrapé par l'épaule. Je me suis effondré sur le sol, attendant d'être frappé, les larmes coulant sur mon visage. Lentement, j'ai ouvert les yeux et je l'ai vu. Allez-y, frappez-moi, ai-je gémi. Le père de Rachel, John, a parlé, mon fils, je passe ma vie à regarder les gens dans les yeux. Je vois quand les gens mentent ou disent la vérité. Je peux voir la blessure et la vérité dans tes yeux. S'il te plaît, laisse-nous t'aider. S'il te plaît, reste. J'ai poussé un cri que je ne veux plus jamais refaire. Je me suis effondré dans ses bras, et toute la famille s'est rassemblée autour de moi. Je me suis enfin senti désiré. Les années suivantes sont passées à toute vitesse. Rachel et moi nous sommes mariés. Son père, John, m'a aidé à aller en école de commerce. J'ai obtenu un excellent poste dans son entreprise, j'ai acheté ma première voiture et ma première maison, et je suis resté sobre pendant 7 ans. Nous attendions notre premier petit garçon. Je suivais une thérapie 2 fois par mois maintenant. J'avais l'impression que la vie me laissait enfin être libre. Je traitais Rachel comme la reine qu'elle est, celle qui avait tendu la main dans les ténèbres pour me sauver. Puis est arrivé l'appel tristement célèbre. J'étais dans mon bureau quand mon téléphone portable a sonné. Je n'ai pas regardé l'identifiant de l'appelant et j'ai juste répondu. Allô? Opie, c'est toi? Oh mon Dieu, Opie, a dit une voix. Qui est-ce? C'est maman. J'ai raccroché le téléphone et j'ai failli le jeter. Les pensées fusaient dans mon esprit et je ne pouvais pas les contrôler. Le téléphone a de nouveau sonné. Je l'ai envoyé sur la messagerie vocale. J'ai appelé Rachel et elle est venue à mon bureau pour me calmer. Mon téléphone explosait d'appels et de textos. J'ai dû l'éteindre. Cette nuit-là, je l'ai rallumé et ils étaient là, les textos et les appels, similaires à la dernière fois. Cette fois, c'était « Appelle-nous, s'il te plaît, je suis désolé, pardonne-moi ». Mais c'est un message de ma mère qui m'a glacé. Je l'ai supprimé, mais en gros, il disait « Opie, s'il te plaît, réponds au téléphone. Nous devons te parler et te voir. Nous t'avons toujours aimé et avons prié pour toi. » Amy, qui a maintenant 19 ans, s'est manifestée et a dit la vérité sur ce qui s'est passé il y a toutes ces années. Nous sommes tellement en colère contre elle et nous voulons réparer les choses. Nous voulions juste la protéger car elle n'était qu'une enfant et nous pensions bien faire. S'il te plaît, appelle-nous. Après 2 semaines de réflexion et en voyant mon thérapeute tous les jours, j'ai décidé que je devais voir mes parents. Je leur ai envoyé un texto avec l'heure, le lieu, et leur ai demandé de venir seuls, sans autres membres de la famille. J'ai écrit toutes les questions que je devais connaître.
Ma femme et moi nous sommes entraînés à parler pour que je puisse rester calme pendant la conversation, avec un plan en place pour qu'elle puisse rapidement me faire sortir si je perdais mon sang-froid. Le jour où nous nous sommes rencontrés dans un café, ma mère et mon père ont couru vers moi, les bras ouverts. Ma femme s'est interposée et leur a dit, « Pas de câlin, s'il vous plaît, asseyez-vous. » Ma femme m'a commandé un coca et des glaçons à mâcher pendant qu'ils parlaient. Elle a tenu ma jambe alors que je commençais à parler. « Pourquoi ?» ai-je demandé. Ils ont expliqué qu'il y a quelques semaines, Amy avait convoqué une réunion de famille et avait avoué avoir menti sur ce qui s'était passé. Elle était jeune et stupide, elle voulait juste l'attention et l'amour de sa famille et des inconnus. Elle a pu aller à Disney World, en Europe, a eu de grandes fêtes, a reçu une nouvelle voiture, de l'argent, et a vécu une vie de luxe pendant que je vivais en enfer. Au cours de la dernière année, toutes les fausses histoires d'allégations mensongères et ce qui arrive aux personnes faussement accusées l'ont effrayée. Elle a rapidement pensé à moi et a voulu me retrouver, mais savait que cela signifiait dire la vérité. Pourquoi n'ai-je pas eu le droit de donner ma version des faits, ai-je demandé. Ils agissaient sous le coup de l'émotion pure et voulaient juste être là pour elle et ses parents. Mon père s'est excusé de m'avoir frappé, expliquant qu'il était juste tellement en colère contre la situation et qu'il avait passé sa colère sur moi. Il m'a repoussé quand j'ai essayé de revenir. Vous vous souvenez de tout? Je n'étais même pas à la fête du 4 juillet. Je jouais au baseball dans un autre état. Leurs visages se sont figés et sont devenus blancs. Ma mère a failli vomir. Mon père a bégayé, « Non, 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 tu étais là, n'est-ce pas ?» Je leur ai montré une photo de moi et de mes amis de ce jour-là. Deuxièmement, pourquoi mes frais de scolarité universitaire et mes plans de repas ont-ils été annulés? Ma mère avait l'air perplexe. Non, nous avions gardé ça pour toi. Mon père s'est de nouveau figé. Je voulais soutenir mon frère, a-t-il expliqué. L'argent destiné à tes études et à ta nourriture, je le lui ai donné. C'est pour ça qu'ils ont fait tous ces voyages et ont eu de nouvelles voitures. Ma mère s'est mise à crier. J'ai tout expliqué. Ma mère m'a supplié d'arrêter de parler. Mon père avait l'air brisé. J'ai détaillé ce que ma vie était devenue, tous mes problèmes et mes peurs. J'ai expliqué comment j'avais dû abandonner le baseball pour trouver un travail. Ça les a anéantis. Les gens autour de nous semblaient entendre cette conversation et leur lançaient des regards noirs. Finalement, j'ai demandé, alors, quelle sera sa punition? Elle doit s'excuser et se racheter auprès de toi, ont-ils dit. Comment? Et si elle vivait dans une camionnette pendant 2 ans? Se faisait renier? Faisait une annonce publique? Ou mieux encore, rembourser tout l'argent qui était destiné à mes études et à ma nourriture? Peut-être nous enverrait-elle à Disney World, en Europe, et nous achèterait-elle de nouvelles voitures? Elle ne peut pas faire ça. Elle a toute sa vie devant elle. Nous ne pouvons pas la détruire. Elle a détruit la mienne. Non, c'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Dites-le. Non, s'il te plaît, arrête. Oh, je vois. C'est normal de détruire une vie, mais quand vient le moment de payer les pots cassés, elle reçoit la pire punition de toutes, c'était une vilaine bêtise, ne recommence pas, maintenant allons manger une glace. C'est bien ça, la conversation, n'est-ce pas? J'en avais fini. J'avais dit ce que j'avais à dire. Je me suis levé et j'ai dit, vous avez perdu votre fils il y a 7 ans. Il est parti. Passez à autre chose. Oubliez-le et profitez de votre vie, puisque vous l'avez déjà fait pendant 7 ans sans lui. Maman, papa, au revoir. Ma femme et moi sommes sortis, les laissant à la table, en larmes. Je ne les ai pas revus depuis. Je reçois des appels et des messages de temps en temps, me souhaitant le meilleur. D'après ce que j'ai vu sur Facebook, Amy est allée à l'université, mais a dû la payer elle-même, sans prêt ni soutien. Sa voiture de luxe lui a été reprise et on lui a donné une vieille guimbarde des années 1990. Pour être honnête, ce n'est pas assez, mais je m'en fiche. Peut-être qu'un jour je la reverrai, elle et eux. Mais pas maintenant. J'ai encore un long chemin de guérison à parcourir.